Pour ce webinaire donc consacré donc à la fiscalité, 2024 pour ce qui concerne donc les flottes automobiles et puis les mobilités. Avant de démarrer, nous souhaitions avec Catherine, bien évidemment vous souhaiter une très bonne année, 2024, hein, c'est encore de circonstances. Et puis, vous rappeler donc le temps que peut-être les dernières personnes se connectent, hein, comment dire? Que vous pouvez poser donc, vos questions au fur et à mesure de ce webinaire via le chat et on gardera un temps avec Catherine, à l'issue de la présentation donc pour traiter les questions en fait, hein. Et puis rappeler également que ce webinaire donc, démarre là, aujourd'hui, et on aura une autre session de prévue, demain à 14h30 et puis également, pour les retardataires on dira, une session donc le 30 janvier donc, également donc à 9h30. Ce qu'on a prévu, aujourd'hui, sur ce sujet de la fiscalité qui est toujours le sujet, numéro 1 en début d'année, c'est d'aborder en fait, cette question au travers en 3 temps. Dans un premier temps et qui constituera la majeure partie de notre présentation, on va s'intéresser donc aux évolutions de la fiscalité, du véhicule d'entreprise, pour 2024 au travers des items, suivants, donc le bonus, le malus au poids, également, les taxes qui ont remplacé donc, ce qu'on appelait avant la TVS et puis on fera un rappel également sur les AND, hein, les amortissements non déductibles ainsi que les avantages en nature. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaiera d'illustrer au travers d'un exemple, l'impact que ces évolutions en matière de fiscalité peuvent avoir sur le TCO des véhicules et thermiques et électriques. On fera un focus, spécifiquement sur le véhicule électrique et puis enfin, on abordera également, les évolutions, sur la fiscalité des nouvelles mobilités, aussi bien, concernant la mobilité de fonction, Crédit Mobilité par exemple et puis, également, la mobilité du quotidien et notamment des sujets tels que le vélo ou, le forfait mobilité durable, notamment, en fait. Alors pour démarrer donc, 1er item, hein, de la fiscalité du véhicule d'entreprise donc, gros sujet dont on a beaucoup entendu parler donc, à la fin de l'année, 2023 avec, pas mal d'évolutions là concernant le bonus, écologique, hein, Catherine. Oui, et je crois d'ailleurs qu'on en parle encore parce que Oui, c'est vrai, tout c'est n'est vrai, c'est pas, pas tout fini. n'est pas encore, terminé puisque, nous attendons depuis, la fin de l'année un décret qui est annoncé pour éventuellement modifier les montants, actuellement, existants sur les bonus. Donc, aujourd'hui, on conserve, les montants qui étaient en vigueur l'année dernière, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Voilà. Bon, alors, ce qu'il faut retenir sur le bonus, c'est que les 3 critères précédents existants, à savoir un taux d'émission de CO2 égal à 0, 0 gramme bien sûr pour donc les véhicules électriques principalement, voire à hydrogène. Un montant d'achat égal au plus à 47 000 € TTC remisés pour les VP et un- pardon, et un poids maximal de 2,4 tonnes, encore une fois pour les VP, parce que ces 2 critères-là, le prix d'achat et le poids, ne concernent que les VP. Les VU n'ont pas de limitation, ni en termes de montant, ni en termes de poids. En revanche, la nouveauté qu'on a cette année, c'est ce qu'on appelle le score environnemental ou éco-score, qui a été défini en fin d'année dernière. Le décret est paru le 10 septembre pour une entrée en vigueur le 15 octobre et une véritable mise en application le 16 décembre. Donc, ce score environnemental a pour vocation de noter le respect environnemental de la fabrication des matières premières, des composants, de leur assemblage, du transport des véhicules et de la production de la batterie. L'objectif est d'atteindre un score égal au minimum à 60 points sur une note maximale de 80 pour pouvoir être éligible au bonus. Donc, les constructeurs ont transmis tous les éléments à partir de mi-octobre à l'ADEME, l'agence l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et cette ADEME a publié la liste des véhicules éligibles le 14 décembre. Donc, pour une entrée en vigueur dès le 15.
Alors cette liste, j'attire un peu votre attention quand même sur une chose, c'est qu'elle tient compte du score environnemental, mais pas des deux autres critères qui concernent les VP, à savoir le prix d'achat et le poids. Bon, donc il est possible, en tout cas en matière de prix d'achat, pour le poids, bon, il y a très très peu de véhicules qui peuvent être concernés par un poids excédant 2400 kg dans ce domaine-là. Mais en termes de prix d'achat, certains sont susceptibles, bien que bénéficiant d'un score environnemental éligible au bonus, sont susceptibles de ne pas malgré tout permettre de récupérer ce bonus à cause du prix d'achat. Donc voilà, ça, ce score environnemental qui change considérablement les choses. L'objectif, c'est de favoriser les véhicules produits en France ou en Europe. Donc aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que tous les véhicules qui étaient fabriqués en Chine n'étaient plus du tout éligibles. Donc, ça peut poser parfois question, notamment pour certaines marques bien implantées, mais malgré tout, on est tenu de le respecter. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez également, c'est qu'on peut conserver encore le bénéfice du bonus 2023 pour certains véhicules commandés avant le 15 décembre, enfin jusqu'au 15 décembre 2023 au plus tard, et dont le premier loyer sera facturé au plus tard le 15 mars 2024. Alors, je parle de loyer parce qu'effectivement, nous, en tant que loueur, c'est le critère qui nous est imposé. En achat, on peut se contenter d'une facture de vente. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que ce n'est pas la date de livraison qui va entrer en ligne de compte, mais bien la date à laquelle va être émise la facture du premier loyer. Voilà ce que je tenais à vous dire pour le bonus. Voilà, et puis un impact, juste un exemple, Oui, d'impact en termes de TCO mensuel sur un véhicule qui, par exemple, précédemment avait le bonus et qui ne l'aurait plus là sur 2024. Finalement, la perte du bonus se traduit, par un surcoût finalement de 62 € à peu près, par mois, si on se base en tout cas sur un contrat de 4 ans, hein, de 48 mois en fait. mm, Donc bah, après tout ça effectivement à suivre, hein, la question du décret, qui pourrait faire que les montants indiqués ici à l'écran pourraient baisser éventuellement de 2 000 €. 2 000 €, On oui. attend ça dans les jours à venir, on va dire. Mm. Merci Catherine pour, ces informations donc sur les nouveautés concernant assez nombreuses concernant le bonus écologique. Qui dit bonus dit, malus également. Donc là, l'évolution, qu'on avait, se poursuit en fait, on va dire au rythme à peu près de ce qu'on avait pu constater pardon, déjà les années précédentes. À savoir que d'une part, le seuil de déclenchement du malus, à nouveau cette année descend de 5 grammes. Il était de 123 grammes donc, en 2023 et puis il passe donc cette année donc à 118 grammes. Donc dès qu'on a un véhicule, à partir de 118 grammes, donc il est concerné donc par le malus et puis, également autre évolution, importante, c'est, le plafond, qui était précédemment donc de 50 000 € et qui, passe à 60 000 € en fait, hein. Donc vous avez ici les courbes, des malus précédents, hein, 2020, 21, 22, 23 et 24. On voit qu'effectivement, bah, plus ça va, plus, ça démarre de bonne heure, et plus ça grimpe vite, et plus ça grimpe haut aussi également, en fait. Alors sur cette question du plafond, concernant le malus, à noter également et ça c'est précisé en bas, de l'écran, le malus précédemment, le cumul du malus au poids du malus classique et du malus au poids précédemment ne pouvait pas donc excéder donc 50 000 € et également 50 du prix d'achat du véhicule. Désormais, la limite, concernant ces 50 du prix d'achat du véhicule, disparaît. Donc aujourd'hui, le cumul du malus, poids, enfin classique plus poids, on a donc un plafond de 60 000 €, mais quel que soit finalement le pourcentage que ça représente sur le prix d'achat du véhicule, en fait. Donc il n'y a plus cette notion de 50 du prix d'achat du véhicule qui entre en ligne de compte. Donc voilà, durcissement du malus, ça fait aussi partie des évolutions, on va dire, assez classiques finalement, auxquelles on était déjà habitué, mais ça se renforce d'année en année, donc un malus de plus en plus sévère. Deuxième élément également, le malus au poids.
Alors oui, pardon, là vous avez une traduction en fait, juste, là aussi en termes d'évolution, juste un exemple, en l'occurrence même 2 exemples. Une Peugeot donc 3008 essence, donc 125 grammes et puis, 3008 diesel et on voit ici que le malus fait en gros, pour ce véhicule ce 1er véhicule donc de 125 grammes donc, est multiplié par 2 en gros, hein. On passe de 100 à 210 € et sur la version diesel, on fait fois 1,6, hein. On passe donc à 1 276 € donc cette année, en fait. Donc c'est assez important comme évolution. Donc je le disais également, donc le malus au poids, donc là l'évolution, la plus importante, c'est que le seuil de déclenchement, du malus au poids qui avait été donc fixé donc à 1 800 kilogrammes, ce seuil descend en fait de 200 kilogrammes. Donc le seuil de déclenchement aujourd'hui passe à 1 600 kilogrammes. Également changement, on avait avant pour chaque kilogramme excédentaire donc un barème unique, quelle que soit la tranche, qui était à l'époque de 10 €. Aujourd'hui, ça va dépendre en fait de la tranche, dans laquelle on va se situer. Les kilos, on va dire excédentaires entre 1 600 et 1 799 kilogrammes, ça restera donc 10 €. Au-delà de 1 800 kilogrammes, donc on passera à 15. Donc on a voilà un barème qui, est progressif en fonction, des tranches de poids excédentaires en fait. Donc ça, c'est la deuxième évolution et vous avez un exemple ici, sur un véhicule Mercedes, GLA, version donc, 1000 d'essence, 4 roues motrices. Donc c'est un véhicule qui est assez lourd, en l'occurrence, qui pèse 1 750 kilogrammes et donc qui n'était pas, précédemment donc concerné par le malus au poids et qui cette année, alors faut corriger d'ailleurs c'est 2024 pardon, qui cette année l'est et donc à hauteur de 1 510 €, donc ce qui est pas neutre, hein, ce qui fait là aussi représente un surcoût en termes de TCO d'une trentaine d'euros par mois. Là encore, si on se base sur un contrat de type, on va dire de 4 ans en fait. Alors les véhicules électriques, sont exemptés de malus au poids et puis également les véhicules hybrides rechargeables, à la condition qu'ils aient une autonomie, WLTP en ville d'au moins 50 kilomètres. Donc, pour ce qui concerne les hybrides rechargeables, cette exemption donc, reste valable donc en 2024. C'est par contre la dernière année, 2025, donc ils seront concernés, par ce malus au poids. Toutefois en bénéficiant d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 de la masse du véhicule et on aura toujours cette condition d'autonomie en ville supérieure à 50 kilomètres en fait. Donc les véhicules électriques exemptés, a priori encore pour l'année prochaine, mais par contre les véhicules, hybrides rechargeables le sont encore cette année, mais ne le seront plus donc à compter de l'année prochaine en fait. J'ai Oui. appris, pardon David, cette semaine qu'en fait, les véhicules hybrides, soit rechargeables, mais avec une autonomie inférieure à 50 kilomètres, soit, non rechargeables, pouvaient bénéficier d'un abattement aussi de 100 kilogrammes 200 kilogrammes. dès cette année. Ouais. Merci Catherine pour cette précision. Justement Catherine, donc autre évolution et là c'est peut-être une des évolutions majeures de cette fiscalité 2024, c'est, les évolutions concernant donc les taxes aux émissions de CO2 et puis taxes sur les polluants atmosphériques, ce qu'on Ouais. appelait avant, communément donc la TVS, la taxe sur les véhicules de société, hein. C'est ça, donc là, ce qu'on appelle nous les TUV, taxes à l'utilisation des véhicules, ils sont composés de 2 taxes différentes. On a toujours une taxe variable et une taxe fixe. La taxe variable se calcule toujours sur la base des taux d'émissions de CO2, donc son nouveau nom, c'est taxe annuelle sur les émissions de CO2. La différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'au lieu d'avoir un barème simple qu'on appliquait en se repérant dans une tranche pour dire voilà quel est le taux de CO2, je multiplie par le barème en face de la tranche. Là, on est sur un barème progressif qui va nous imposer un calcul marginal, tranche par tranche, donc pour obtenir le montant de la part variable. Donc, vous avez un exemple sur votre écran. Vous voyez qu'on calcule jusqu'à 14 grammes, 0, entre 15 et 55, mais c'est 1 € le gramme, etc. Et on additionne le tout pour obtenir
le montant de la taxe sur les émissions de CO2. Donc, les barèmes, sachez qu'ils ont été définis pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Alors, bien entendu, ça a été précisé dans la loi de finances, mais rien n'empêchera éventuellement le gouvernement l'année prochaine de revoir ces barèmes et ils partent tous à la hausse, vous vous en doutez. Donc, ils deviendront eux aussi de plus en plus sévères, comme pour le malus. Alors, on conserve toutefois une exonération définitive pour les véhicules électriques ou à hydrogène qui émettent soit moins de 50 grammes s'ils ont été immatriculés selon la norme NEDC, à savoir jusqu'au 29 février 2020, ou 60 grammes s'ils ont été immatriculés selon la norme WLTP. Donc, et elle est temporaire, c'est-à-dire pendant les 3 premières années. Si en norme NEDC, le taux d'émission de CO2 est jusqu'à 100 grammes et jusqu'à 120 grammes en norme WLTP. Donc là, vous avez un graphique qui s'affiche aussi sur votre écran où on peut imaginer l'évolution sur les années à venir de différents taux d'émissions de CO2. Vous voyez que ça monte considérablement si on prend alors sur l'année 2024, la hausse reste encore raisonnable, quoique, mais quand on avance dans les années, vous voyez qu'on peut se retrouver avec un impact considérable sur les montants que vous payez aujourd'hui. Et je vous rappelle que les taxes annuelles sur les émissions de CO2 ou la deuxième composante qu'on va voir après s'appliquent selon l'exercice fiscal en vigueur et ce, quelle que soit la date de mise en circulation du véhicule. Donc, même si votre véhicule a été livré en 2021, il subira cette hausse du barème de la taxe comme un véhicule qui serait livré en 2024. Ça, c'est pour la composante. Pardon, oui. Voilà, non, juste pour montrer quand même que effectivement ça là aussi l'évolution est quand même très, très flagrante et que, entre guillemets, ça peut faire très mal, ne serait-ce que pour un véhicule qui est pas non plus voilà, 130 grammes, c'est pas non plus, énorme, mais au final, en 4 ans, on va voir effectivement quasiment multiplié par 4 ce volet donc taxe aux émissions de CO2, en fait. Et alors, quant à la part, ce qu'on appelait la taxe R à une époque, la part fixe, qui maintenant s'appelle taxe annuelle sur les polluants atmosphériques, précédemment, elle était basée sur 2 critères, à savoir l'ancienneté, l'année de mise en circulation du véhicule, et son émission de CO2, en fait, son émission de polluants. Aujourd'hui, on ne regarde plus que les émissions de polluants, mais les tarifs ont considérablement augmenté. Alors, on reste sur 0 pour les véhicules électriques ou à hydrogène, qui restent exonérés au même titre qu'ils le sont d'ailleurs sur la taxe qu'on a vue précédemment sur les émissions de CO2. Ils ne sont pas soumis. En revanche, pour les véhicules essence, donc qui sont qualifiés de catégorie 1, essence Euro 5 et 6. Donc, on a un montant qui est de 100 €. Il était de 20 € l'année dernière, donc multiplié par 5. Et pour les véhicules les plus polluants, c'est-à-dire tous les autres, donc les plus anciens et aussi tous les véhicules diesel, même s'ils sont neufs, on a une taxe qui passe de 40 € pour les plus récents à 500 €. Donc voilà, c'est multiplié par 12,5 en fait. Donc bon, c'est très, très impactant évidemment pour le TCO, comme vous le montre le graphique que vous voyez à la droite de l'écran. Voilà, donc c'est vrai que cette partie-là, précédemment, pesait assez peu finalement, hein, parce que 20 € ou 40 €, c'était quand même pas grand-chose. Là, on le voit notamment pour les véhicules qui ne rentrent pas dans la catégorie E et 1, que ça va là aussi, ça va peser très lourd dans le TCO et on va le voir, effectivement tout à l'heure, en fait. Mmh. Voilà, donc il est important de garder à l'esprit que
On continue de calculer le nombre de jours réels d'utilisation du véhicule sur la période fiscale de référence, à savoir l'année civile du 1er au 31 décembre. Donc, si l'année n'est pas complète, ces montants, que ce soit la taxe sur les émissions de CO2 ou la taxe sur les polluants atmosphériques, seront proratisés en fonction d'un nombre de jours réels d'utilisation. Donc finalement, là, d'ailleurs, on l'a précisé en haut de chaque écran, on a mis quand c'était une évolution ou quand il n'y avait pas d'évolution. Donc on a vu le bonus, on a vu le malus au poids et ce qui vient remplacer donc la TVS. Donc sur tous les sujets qu'on a vus jusque-là, donc on était donc sur des évolutions. On va vous parler maintenant avec Catherine, donc des éléments finalement qui ne changent pas, à commencer donc par les amortissements non déductibles. Et oui, enfin, quand même, quelque chose qui perdure, ça, c'est un peu rassurant, mais bon, on ne sait pas jusqu'à quand. Pour l'instant, les plafonds qui avaient été définis déjà avec la loi de finances de 2019 et ils sont figés depuis 2021, ça ne bouge pas. Donc, on a pour les véhicules qui émettent jusqu'à 20 grammes de CO2, donc c'est, enfin, jusqu'à 19 grammes pardon, de CO2, c'est en dessous de 20 grammes, qui sont des électriques et parfois quelques hybrides rechargeables qui arrivent à descendre un petit peu en dessous de 20 grammes. Là, on a un plafond de 30 000 €, donc c'est quand même très intéressant. On descend à 20 300 € pour des hybrides rechargeables qui émettent entre 20 et 50 grammes. Et à partir de 50 grammes, on redescend à un plafond qu'on connaît, qui a toujours été plus ou moins existant, qui est de 18 300 €. Et au-delà, par contre, à partir de 160 grammes, on descend à 9 900 €. Donc l'impact est quand même très élevé sur votre imposition, puisque, comme vous le savez, les amortissements non déductibles doivent être réintégrés à votre résultat fiscal. Donc, si on part d'un taux moyen d'impôt sur les sociétés de 25%, on vous laisse imaginer le calcul. Ça peut avoir un intérêt considérable pour les véhicules électriques ou les véhicules qui roulent même partiellement à l'électrique, dans le sens où on peut déduire le montant de la batterie encore du prix d'achat. Donc, c'est un avantage supplémentaire pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Parce que ça diminue le prix d'achat et ça peut parfois le diminuer de façon importante, parce qu'on a certains constructeurs qui ont des batteries qui excèdent 20 000 €. Donc, ça peut très vite vous permettre de passer parfois même en dessous de tous les seuils et ne pas avoir de réintégration fiscale à faire. Alors, la condition pour pouvoir déduire le prix de la batterie du prix d'achat du véhicule, c'est que ce montant figure sur la facture d'achat, donc sur la facture de vente du constructeur, faute de quoi on n'a pas le droit de la déduire. Donc ça, c'était pour les amortissements non déductibles. Les avantages en nature, pour lesquels on a entendu des échos nous disant que ça allait bouger, finalement, pour cette année, rien n'est annoncé, en tout cas à ce jour. Donc la méthode de calcul reste la même. On est toujours sur, en ce qui nous concerne, un montant de loyer annuel de 30%, toutes prestations incluses, hors prise en charge du carburant personnel, et en cas de prise en charge du carburant personnel par l'employeur, on monte à un forfait de 40%, le tout étant plafonné par une base achat qui correspond à 9% du prix d'achat hors carburant personnel et 12% avec carburant personnel. Avec un avantage pour les véhicules qui ont plus de 5 ans, puisqu'on descend de 3 points à chaque fois sur ces bases achats. Vous avez bien entendu la possibilité toujours de déclarer aux frais réels de calculer aux frais réels tous les avantages en nature que vous souhaitez impacter sur votre flotte. Alors, un avantage, encore une fois, pour les véhicules électriques, puisqu'ils bénéficient depuis le 1er janvier 2020 et ce jusqu'à la fin de l'année. On ne sait pas encore ce qui se passera après, mais en tout cas, jusqu'au 31 décembre 2024, ça fonctionne encore. On a un abattement de 50% qui s'applique sur le montant lui-même
de l'avantage en nature calculé selon la méthode URSSAF, dans la limite de 1 800 € par an, ce qui fait 150 € par mois. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, en revanche, depuis l'année dernière et jusqu'à cette année, puisque à ma connaissance, ça a été défini en 2023 et 2024, on peut être amené à calculer des avantages en nature sur les bornes de recharge qui peuvent être fournies au domicile des collaborateurs. Si la borne est sur le lieu de travail, bien entendu, il n'y a pas d'avantage en nature à imaginer. En revanche, si vous installez une borne de recharge au domicile de votre collaborateur, si elle est en location, le montant de l'avantage en nature s'élève à 50% du prix du loyer. Et quand vous êtes en achat, tant que la borne fonctionne, il n'y a pas d'avantage en nature. En revanche, c'est lorsque le contrat de travail se termine que vous pouvez être amené à calculer des avantages en nature suivant ce qui se passe. Donc, si vous récupérez la borne au domicile de votre collaborateur, il n'y aura pas d'avantage en nature. En revanche, si vous la lui laissez à disposition, il faudra calculer un avantage en nature en one shot qui va correspondre à 50% du prix d'achat, enfin d'installation plus exactement et d'achat de la borne dans la limite de 1 000 €. Et si la borne a plus de 5 ans, c'est 25% du prix d'achat dans la limite de 1 500 €. Donc voilà, avec un taux de charge, donc pour rappel global sur les avantages en nature, qui s'élève à 45%, puisque les avantages en nature ne sont pas, bien entendu, une taxe à déclarer, mais un montant à ajouter au bulletin de salaire de vos collaborateurs éligibles. Voilà. Merci Catherine pour ces rappels sur les AND également et puis les avantages en nature. Donc pas de changement sur ces 2 volets-là. Et même si sur les avantages en nature, on aimerait bien avoir un peu plus de visibilité, hein, parce que c'est vrai que ça va potentiellement, en tout cas la mesure en cours avec cet abattement de 50%, on sait que ça va jusqu'au fin d'année, mais pas au-delà pour l'instant. Peut-être ça sera prolongé, mais pour l'instant on ne le sait pas en fait. Ce qu'on vous propose, c'est au travers d'un exemple, de voir finalement en quoi tout ce qu'on a pu évoquer là avec Catherine vient impacter le TCO des véhicules et vient finalement, je dirais, augmenter sur les véhicules particuliers notamment l'intérêt que l'on peut avoir à basculer sur des véhicules 100% électriques. Alors donc pourquoi intérêt à basculer? On voit que l'avantage en fait se creuse en faveur des véhicules électriques. D'une part parce que même si effectivement on attend des évolutions peut-être sur le montant du bonus, en tout cas aujourd'hui le bonus est encore là et même si effectivement il ne va pas concerner l'ensemble des véhicules électriques, mais simplement ceux éligibles au score environnemental, sous condition bien sûr qu'ils répondent aux critères évoqués ci-dessus. On a quand même en plus du bonus, on a toujours l'exonération de ce qui a remplacé donc la TVS. On l'a mentionné tout à l'heure, donc toujours le bénéfice d'avoir des plafonds plus élevés concernant les amortissements non déductibles et le fait de pouvoir aussi déduire le coût de la batterie du prix d'achat du véhicule, ce qui fait que dans bien des cas, on a très peu, voire pas de montant à réintégrer. Donc ça, c'est un élément et donc c'est autant aussi pour les entreprises, en tout cas soumises à l'impôt sur les sociétés, donc autant d'IS à supporter en moins. L'avantage des abattements sur les avantages en nature qu'on a évoqués. La récupération de TVA également sur l'énergie, 100%, y compris pour les VP, sur l'électrique. Et puis également une mesure, alors c'est vrai que là on va le préciser ici, une mesure aussi qui pour le coup évolue. Vous saviez peut-être que les véhicules 100% électriques qui avaient été immatriculés avant le 1er janvier 2021, enfin pardon, après le 1er janvier 2021, donc bénéficiaient d'une exonération à 100% de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA. Ce dispositif donc d'exonération évolue. Il ne disparaît pas, mais il évolue. En l'occurrence, les véhicules qui ont été immatriculés en 2021-2022 perdent le bénéfice de cette exonération. Par contre, les véhicules immatriculés en 2023 conservent pour l'année 2024 une exonération à hauteur de 75%.
Pour l'année suivante, par contre, il n'y aura plus d'exonération. Et pour les véhicules qui vont être immatriculés électriques, hein, donc qui vont être immatriculés donc cette année, exonération à hauteur de 75 de la TSCA en 2024 et en 2025. Et ensuite, il n'y aura plus d'exonération. Donc, l'exonération, on va dire, diminue, mais reste là aussi toujours présente. Donc tout ça, finalement, fait qu'on a beaucoup d'éléments ici qui viennent renforcer l'intérêt du véhicule électrique. Et ça, on va le voir au travers d'un exemple, au travers d'un TCO. Alors, on vous a mis ici un petit comparatif entre 4 modèles. Le premier modèle en bleu, c'est donc une Peugeot 3008 en version 1000 d'essence. Le deuxième en gris, vous avez la version du 3008 en diesel. En orange, donc la version PHEV, donc hybride rechargeable. Et puis en vert, en attendant qu'on ait le tout nouveau 3008 i3008 qui arrive, on a mis ici donc la Volkswagen ID4 en version donc Life Max avec la grande batterie en fait. Vous avez 3 éléments qui sont comparés, le poste loyer d'une part, le poste énergie, le poste fiscalité et ensuite on verra la synthèse de tout. Et le véhicule qui nous sert de référence, ici en base 100, donc c'est la version essence, version 1000 d'essence, donc le 3008 136 chevaux. Donc en termes de loyer, comment ça se comporte? Donc pour un véhicule donc essence qui nous reviendrait 100, la version diesel aujourd'hui sur ce modèle-là donc nous revient donc à 108 donc 8 points plus élevé. La version hybride rechargeable est là aussi plus élevée. Et pour ce qui concerne l'électrique, donc on a à peu près un écart de, on va dire, 14-15 points par rapport au modèle essence. Donc on voit d'ailleurs que on bénéficie aussi là de la baisse des véhicules progressifs, des véhicules du prix d'achat des véhicules électriques. Soit du prix d'achat ou soit des remises qui parfois maintenant sont quand même plus conséquentes par rapport à ce qu'elles avaient pu être dans le passé. Parfois elles étaient même nulles en l'occurrence. Donc là on a quand même un écart en termes de coût d'achat, de loyer, on va dire de plus 15% du véhicule électrique par rapport au véhicule essence. Donc le véhicule électrique reste effectivement facialement plus élevé en termes de coût. Par contre, quand on va aborder les 2 postes suivants, donc d'une part le poste énergie et le poste fiscalité, on va voir que la situation va complètement s'inverser. Alors là, on parle ici des véhicules particuliers, hein, c'est différent pour les véhicules utilitaires, parce que là, ici, on a un levier très important à travers de la fiscalité. Alors sur le poste énergie, grosso modo, ce qu'on voit ici, c'est que en termes de coût d'énergie, le véhicule électrique revient, on va dire, représente à peu près un tiers du poste énergie du véhicule essence. Donc là aussi un gain qui est assez important. Alors on est parti sur la partie électrique sur une hypothèse, après on peut prendre différentes hypothèses, mais là on est parti sur une hypothèse de 80% de recharge au domicile et de 20% de recharge publique en fait, hein. Et puis juste une précision également pour l'hybride rechargeable, on est parti sur un scénario enfin assez optimiste quand même, d'utilisation, ce qu'on a précisé en bas, 1/3 d'utilisation en mode électrique et 2/3 en mode thermique. Donc ce qui fait ici que sur le poste énergie, l'hybride rechargeable s'en tire bien malgré tout par rapport au véhicule essence. Malgré tout, si on prenait la même situation avec un véhicule hybride rechargeable qui serait peu ou pas rechargé, là, la situation serait bien différente en fait, hein. Donc attention aussi à cet aspect-là sur les hybrides rechargeables, ça nécessite évidemment d'être utilisé, voilà, rechargé tous les jours finalement et même parfois même plusieurs fois par jour en fait, hein. Alors sur le poste fiscalité, pour un véhicule essence donc qui revient à 100, on voit ici que, alors attention au diesel parce que là pour le coup avec la TVS, enfin taxe sur les émissions de CO2 plus la taxe sur les polluants atmosphériques, là le diesel est extrêmement pénalisé. L'hybride rechargeable n'a plus beaucoup d'avantages non plus en matière, à part peut-être effectivement sur la partie TVS, mais n'a plus beaucoup d'avantages sur le plan fiscal. Par contre, le véhicule électrique, compte tenu du bonus, compte tenu de l'exonération de TVS, compte tenu de l'absence dans pas mal de cas, et ici c'est le cas d'ailleurs, de montants à réintégrer sur les amortissements non électibles, le fait de ne pas avoir de charge non plus
en tout cas d'avoir cet abattement sur les avantages en nature de 50%, ce qui fait que sur cette partie-là, on ne supporte pas de charge. Donc tout ça, ça vient finalement peser en faveur du véhicule électrique qui là, a même pas de fiscalité en l'occurrence. Et au final, quand on va cumuler finalement ces différents postes, on voit que l'impact est quand même très, très en faveur du véhicule électrique. L'écart était déjà présent, l'année précédente, mais il se creuse quand même fortement, compte tenu, des éléments de fiscalité qu'on a pu voir, compte tenu, même s'il y a une augmentation du coût de l'énergie électrique et qu'il faut quand même surveiller effectivement le coût de la recharge, mais malgré tout, ça reste encore très, très, très avantageux. Et aussi, du fait que, on a un écart finalement en termes de prix d'achat et de loyer du coup, qui se tasse sur les véhicules 100% électriques, alors qui restent plus chers, facialement que les véhicules, thermiques. Mais là où l'écart était plutôt de 30 et plus, il y a 1 an, là on voit qu'on est, ici dans l'exemple à 14, points plus élevé finalement que la version essence, en fait. Et donc à l'arrivée quand même un écart qui est très, très important. Puisque là, finalement, pour un véhicule, la version essence qui me coûte 100, la version électrique va me revenir à 76 en fait, hein. Donc il y a largement, alors je précise aussi une chose, on a mis ici dans la partie énergie, vraiment la partie électricité en tant que telle. On n'a pas inclus le coût d'une borne de recharge. Donc si on pourrait effectivement ajouter la borne de recharge, notamment une borne de recharge au domicile, hein, telle qu'on la propose avec la solution ALD Home Connect. Déjà, il y a 1 an, on avait un écart qui faisait qu'on pouvait tout à fait faire passer la borne de recharge et que même en ajoutant la borne de recharge, on était en deçà du véhicule, essence. On était un peu en deçà du véhicule essence. Là, on reste encore bien en deçà, même si on ajoute la borne de recharge, ça ne va pas jouer, finalement énormément. Donc on peut tout à fait, ici, on voit vraiment, et ça se vérifie sur d'autres segments, hein, c'est pas uniquement sur ce segment-là et ces modèles-là. On peut tout à fait effectivement aujourd'hui, proposer un véhicule, électrique, en plus bon avec, ici une batterie, tout à fait, enfin très intéressante avec une très bonne autonomie, plus la borne de recharge au domicile, pour un coût qui va être inférieur à, un véhicule thermique. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pour beaucoup, en fait, c'est effectivement de voir de quelle manière on peut, arriver à convertir les véhicules thermiques en véhicules, 100% électriques. En tout cas, l'intérêt économique est vraiment sur ce plan-là, en fait, hein. On voit ici que l'hybride rechargeable, évidemment, ne présente pas d'intérêt finalement, en termes de TCO. Et encore là, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même dans un scénario, on a pris une hypothèse d'utilisation à peu près 1/3 des kilomètres en mode électrique, ce qui n'est pas toujours vérifié dans la vérité, dans la vraie vie, on va dire. Donc attention à l'hybride rechargeable et vraiment là encore cette année, c'était déjà le cas il y a 1 an, mais de manière encore plus importante, on voit que l'écart, de TCO, va de plus en plus et de manière de plus en plus importante, sur le véhicule électrique. Vous avez ici, les détails sur la partie, fiscalité. Donc, ici le bonus, ce véhicule est éligible donc au bonus écologique, donc ce qui représente donc, un gain, on va dire, relatif de 62 € par mois. On voit que sur tout le reste, donc évidemment pas de malus au poids sur le véhicule électrique, pas de taxe aux émissions de CO2, pas de taxe sur les polluants atmosphériques alors qu'on en a sur les autres véhicules et notamment sur le diesel 500 €. Hem Ici, quand on prend effectivement le prix d'achat du véhicule remisé plus moins le coût de la batterie, qui je crois est évalué, alors, sur ce véhicule, ce modèle-là, la batterie est évaluée à hauteur de 22 000 €. Donc ce qui fait on n'a pas d'AND, à l'arrivée. Et puis on a bien sûr de l'avantage nature, mais avec l'abattement, il est bien moindre par rapport à ce que, on peut avoir sur les autres versions, en fait. Donc vraiment un gain, heu, un écart qui se creuse très en faveur du véhicule électrique. Donc on vous invite, en tout cas quand le véhicule électrique peut répondre, aux besoins en matière d'usage, à vraiment, tout faire pour, on va dire convaincre le conducteur, si vous n'imposez pas en tout cas, convaincre, l'utilisateur de passer directement sur un véhicule 100% électrique, bien plus, qu'un véhicule hybride rechargeable aujourd'hui qui n'a pas vraiment d'intérêt en termes de TCO et même à l'inverse, qui peut se révéler dans certaines situations désastreux, pour peu que le véhicule soit pas utilisé comme il le faut ou pas rechargé en fait.
Donc voilà pour cette illustration un petit peu des impacts sur le TCO des véhicules et de la fiscalité, sur l'impact de la fiscalité sur le TCO. Donc vraiment un écart qui se creuse en faveur du véhicule électrique. Donc soyez-en bien conscients. Pour vous accompagner sur ce sujet, sachez qu'on a un outil chez ALD LeasePlan qui s'appelle le TCO Green Scorecard. En fait, comment est-ce qu'on vous le propose? En fait, on vous propose d'effectuer donc des ateliers. En fait, un atelier simplement, généralement, selon le nombre de cas qui est étudié, on prend en général 1h30, 2 heures maximum. On vous demande en amont de nous donner un véhicule de référence par niveau de car policy. Si vous avez 4 niveaux, vous nous donnez un véhicule sur les catégories 1, 2, 3, 4. Et pendant le workshop, ensemble, avec votre conseiller commercial, avec un consultant également à aider LeasePlan, on va finalement, et vous, faire l'exercice de positionner des alternatives possibles sur ce véhicule de référence. Et on va de suite visualiser l'impact en matière de TCO et en prenant en compte certaines hypothèses sur lesquelles on peut jouer, hein, telles que effectivement la majoration ou pas des consommations constructeurs. Est-ce qu'on prend la consommation théorique du véhicule ou est-ce qu'on la majore? À préciser que dans le cas des véhicules hybrides rechargeables, il est impératif évidemment de la majorer très fortement. En tout cas sur la partie thermique, parce qu'on sait très bien que le véhicule ne présentera pas dans la vie réelle, on va dire, les consommations théoriques affichées. Jouer également sur les hypothèses de recharge. Là encore, sur les hybrides rechargeables, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on avait pris 1/3 électrique et 2/3 thermique, mais là aussi, on peut jouer sur ces paramètres-là. Évidemment, ça impacte le TCO. Et puis également sur le mix de recharge. Est-ce qu'on prend le scénario que j'évoquais tout à l'heure, 80% de recharge au domicile ou plus, moins? Donc on va pouvoir jouer sur 4 critères: la recharge au domicile, la recharge en entreprise et puis la recharge publique classique et la recharge sur les superchargeurs, en fait. Et tout ça va nous permettre de visualiser très rapidement donc les écarts en termes de TCO et de mettre en avant, notamment sur le véhicule électrique, l'intérêt qu'il peut y avoir et les modèles qui se présentent les mieux placés, en fait. C'est un exercice qu'on peut faire avec vous, mais également avec des personnes de votre direction financière ou autre. Là aussi, l'objet, c'est vraiment de pouvoir faciliter la prise de conscience de l'intérêt économique qu'il y a à passer sur du véhicule 100% électrique, en fait. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour fixer une date pour un atelier avec l'outil TCO Green Scorecard. Je précise une chose, on attendra début février pour relancer les premiers ateliers, parce qu'on a le temps que toutes les évolutions fiscales qu'on a pu voir tout à l'heure avec Catherine puissent redescendre, on va dire, dans l'outil et pouvoir vous présenter des données évidemment à jour. Avant de passer aux questions, un dernier point, une 3e partie donc sur la fiscalité là, concernant donc ce qu'on va appeler ici les nouvelles mobilités. Avec un premier sujet qui est celui de la mobilité de fonction, en l'occurrence le crédit mobilité. Alors sur ce sujet-là, comme vous pouvez le voir, même si on attendait des évolutions, en l'occurrence il n'y a pas eu d'évolution, donc il n'y a pas de changement en tant que tel. Alors pour rappel, le crédit mobilité, le principe c'est de pouvoir proposer à des collaborateurs qui parfois finalement qui bénéficient d'un véhicule de fonction, de par leur fonction, de par leur statut, mais parfois, finalement, le véhicule n'est pas la solution à leurs besoins de mobilité et certains d'entre eux vont préférer basculer sur une notion de budget plutôt d'avoir un véhicule, d'avoir un budget de mobilité, ou d'autres vont être intéressés à avoir, plutôt que d'avoir un grand véhicule qui leur est proposé, de pouvoir avoir une alternative qui soit un véhicule plus petit, mais complété d'un budget mobilité qui leur donnera accès à tout un éventail de mobilités, que ce soit les mobilités partagées, le transport en commun, le train, etc. Donc, autant de possibilités donc, qui sont offertes par le crédit mobilité, donc, on voit qu'il a de plus en plus le vent en poupe. Après, sur le crédit mobilité, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas en tant que tel de cadre bien défini
au niveau de son traitement, on va dire, en matière d'avantages et de fiscalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on préconise plutôt une approche dite prudente, qui de distinguer les dépenses faites dans le cadre pro qui là vont être considérées comme des charges et des frais professionnels. Heu et puis de l'autre côté, la partie des déplacements personnels, qui vont être à considérer comme des avantages en espèces, donc soumis, à cotisation et à impôt sur le revenu, en fait. Malgré tout, même si on aurait aimé une clarification, on va dire, sur cette question du traitement, fiscal du crédit mobilité, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on l'a vu quand même, hein, l'évolution, des TCO sur ces dernières années a été, considérable. On voit qu'en partant du TCO et même si dans une approche prudente du crédit mobilité, on réintègre toute la partie charge, on voit qu'on peut malgré tout on peut dégager des budgets, qui soient déjà significatifs pour beaucoup de collaborateurs et intéressants pour eux. Là encore, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'on a des solutions, notamment avec la solution AND Move pour pouvoir, proposer à vos collaborateurs donc du crédit mobilité total, remplacer le véhicule de fonction par un budget mobilité ou partiel, c'est-à-dire la formule plus petit véhicule. Alors plus petit véhicule ou formule alternative encore, vélo de fonction, hein, ça peut être aussi ça. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui au quotidien, ont des besoins essentiellement de mobilité domicile-travail, pour lequel le vélo répond, aux besoins du quotidien, mais qui ont des besoins de déplacement aussi par ailleurs et donc ce vélo peut être aussi ou ce véhicule plus petit peut être complété d'un budget de mobilité, ce qu'on appelle un crédit mobilité, en fait. En tout cas, sur le traitement fiscal, pas de changement, cette année 2024, même si on en attend à terme, sur, l'année ou les années à venir, en fait. Sur la mobilité domicile-travail, plusieurs évolutions. La première, alors sur le sujet des remboursements de transport, d'abonnement de transport en commun, sur le sujet du FMD ou de la prime transport, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les mesures qui avaient été mises en place, fin 2022 et 2023, sont, prolongées. À savoir que, sur l'abonnement de transport, l'exonération de charges peut encore en 2024 aller jusqu'à 75. Sur le FND, les exonérations là aussi de charges peuvent s'élever jusqu'à 700 € par collaborateur et même 800 € lorsqu'il y a cumul possible entre le FMD et le remboursement de l'abonnement de transport. Et sur la prime carburant, on va être à 400 € d'exonération, en fait. Alors ça, c'est prolongé sur 2024, mais il faut garder en tête que c'était quand même des mesures dérogatoires. Donc c'était pas des mesures définitives, mais elles sont prolongées quand même sur cette année. Pour 2025, alors sur l'abonnement de transport, on n'a pas d'informations particulières. On ne sait pas si, ça sera à nouveau prolongé, hein, l'exonération jusqu'à 75 de l'abonnement. Sur le FMD, on reviendra par contre, à un niveau d'exonération qui sera de 600 € en 2025. 900 € par contre en cas de cumul avec le remboursement de l'abonnement de transport. Et puis la prime carburant, qui est quand même alors qui était une mesure qui avait été, mise en place, en septembre 2022 en faveur du pouvoir d'achat. Malgré tout, on sait très bien que c'est pas quand même globalement, en tout cas sur la partie carburant pur, c'est pas quelque chose qui est, sur le plan environnemental dans l'air du temps évidemment. Donc elle a vocation à diminuer en fait. Donc là où 2024, elle sera encore de 400 €, en 2025, elle descendra donc à 300 €. Ce qu'on attend également, probablement, ça fait on sait que ça fait partie des réflexions un petit peu, qui sont dans l'air, c'est, à terme peut-être d'avoir une fusion de ces dispositifs et notamment, du dispositif abonnement transport et forfait mobilité durable. Parce que c'est vrai que ce sont 2 dispositifs parallèles, qui peuvent se cumuler, mais tout ça, ça fait des règles, un peu parfois un peu, pas toujours évidentes à appréhender, on va dire et à terme, en tout cas, il est probable qu'on aille, vers une fusion de ces dispositifs-là, en fait. Également une mesure intéressante, pour les entreprises qui, ont mis en place ou souhaitent mettre en place, du vélo, alors du vélo de fonction, ou du vélo à disposition des collaborateurs en libre service pour les déplacements au domicile-travail ou même pour les déplacements, professionnels. La mesure qui était en place, qui était en fait une réduction d'impôt,
à hauteur de 25% soit du prix d'achat ou soit des loyers de la flotte de vélos mise à disposition des collaborateurs. Cette mesure-là qui, en fait, avait un terme qui était le 31 décembre 2024, en fait, se voit prolongée jusqu'au 31 décembre 2027. Donc là aussi, on gagne à la fois en visibilité et on conserve l'avantage. Donc là aussi, c'est un dispositif intéressant. Le vélo, dans un certain nombre de cas, aussi une solution de mobilité extrêmement intéressante et de plus en plus auquel les entreprises ont de plus en plus recours en fait. Donc voilà un petit peu pour ces précisions sur les évolutions de la fiscalité en matière de nouvelles mobilités. Crédit mobilité, pas d'évolution. Et puis prolongation donc des plafonds d'exonération tels qu'on les connaissait en 2023 sur 2024, mais avec des évolutions par contre sur 2025 à venir en fait. On se propose maintenant avec Catherine, pour le temps qui nous reste, de répondre aux questions qui nous ont été posées durant cette présentation. Catherine, je ne sais pas si tu as pu prendre connaissance d'un certain nombre des premières questions en tout cas. Pardon. Oui, tout à fait. Désolée, j'avais mon micro coupé. Oui, alors effectivement, j'ai déjà pris connaissance des questions qui sont parvenues. Des gens nous demandent si nous pourrons transmettre cette présentation. Donc, je suppose que comme chaque année, nous invitons nos clients à se rapprocher de leurs conseillers commerciaux qui seront en mesure de leur transmettre le document. Alors voilà, pour cette présentation-là, en sachant qu'on rappellera tout à l'heure aussi que va apparaître là sous peu donc le guide de la fiscalité, Tout à fait. où vous retrouverez également tous ces éléments en fait. Oui, l'essentiel en tout cas de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, et voire plus, puisque vous aurez des barèmes complets sur les différentes taxes. Alors, on nous demande également si pour le bonus 2023, c'est la date de la facture émise ou la date de prélèvement qui fait foi, c'est la date de la facture. Donc, si vous avez un délai de règlement, ben, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ensuite, pourrons-nous faire un update de la présentation suite aux prochaines évolutions, bonus, exonération, etc. Ben, on mettra à jour notre guide de la fiscalité, ça c'est certain, si le montant du bonus change. Après, un update en termes de présentation, vos commerciaux privilégiés seront dans tous les cas informés et seront en mesure de vous en faire part. Alors, on nous signale, et là j'ai essayé de me renseigner, mais malheureusement je n'ai pas trouvé l'info dans le temps qui nous était imparti, que les exonérations de la part variable des taxes à l'utilisation des véhicules concernant les hybrides ne seraient plus applicables à partir de 2025. J'ai vu ça aussi dans la question tout à l'heure et effectivement j'ai essayé de rechercher rapidement, mais j'ai pas eu l'information non plus. Ça Et sera un non, point à vérifier. ça sera à Pas eu connaissance de revoir. ça, mais ouais. Voilà. Bon, en tout cas, pour cette année, c'est maintenu. Ça m'a été confirmé, donc c'est déjà quelque chose, on va en profiter. La taxe sur les polluants atmosphériques s'applique-t-elle sur les livraisons 2024 ou sur la flotte à la route? Pas malheureusement sur la flotte à la route. Hein. Ah, et oui, on ne peut pas se contenter des différentes. Ouais, c'est dommage, mais bon. Question là aussi sur la taxe sur les polluants atmosphériques. À partir de quel niveau de vignette donc ça s'applique en tout cas pour les 500 €, on est d'accord, Catherine, que c'est à partir des critères 2 et en plus, dessous en de, fait, hein? voilà, c'est ça. J'allais dire en dessous de 1. Mais oui, c'est ça en fait. À partir de la vignette 2. Donc malheureusement, ça va concerner en tout cas tous les véhicules diesel, même livrés neufs. Hein, donc c'est certain. Alors après, on a une remarque sur les AND. Donc même si les plafonds ne changent pas, l'inflation et l'augmentation du prix des véhicules font que la part non déductible augmente de fait. Alors oui, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est tout à fait, ça reste vrai. Malheureusement. Alors, on a une question d'Amandine qui nous dit si nous appliquons les 40% du coût global annuel, nous sommes bien d'accord que l'essence utilisée à titre personnel est bien incluse et que nous, employeurs, nous n'avons aucune démarche à faire concernant la consommation personnelle du salarié. Donc, si vous parlez, moi, je ne suis pas fiscaliste jusqu'au bout, donc, mais si vous parlez du calcul de l'avantage en nature, oui, je vous le confirme. Pour le reste des démarches, je ne saurais pas vous dire s'il y a d'autres démarches qui pourraient entrer en ligne de compte
par rapport à une consommation personnelle du salarié que vous prendriez en charge. Ensuite, pourquoi la TVA s'applique au malus dans le cadre d'un lease alors qu'elle ne s'applique pas dans le cadre d'un achat en concession? Et oui, ici, on en est fort, Marie, d'ailleurs, mais c'est un article de loi du Code de l'imposition sur les biens et services qui nous y oblige et qui définit l'assiette imposable pour le calcul de la TVA et elle s'applique également sur les charges qui normalement incombent au propriétaire. J'essaie de me souvenir précisément de ce qui est inscrit dans l'article de loi, les charges qui incombent normalement au propriétaire mais qui sont mises à la charge du locataire et c'est le cas du malus. Donc, et on a l'obligation de mettre une TVA dessus alors que les concessions en sont effectivement exemptées. Ça, ce n'est malheureusement pas notre choix. Le TCO du PHEV est très hypothétique, considérant que le fait que les clients ne rechargent quasiment jamais, au final, un gouffre environnemental et financier. Oui, c'est effectivement un point de vue. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, confier un PHEV à un collaborateur, ça implique de vraiment s'assurer au départ que le collaborateur sera en capacité de recharger et donc de lui donner les moyens de recharger. Malgré tout, même dans l'hypothèse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple sur le TCO, hein, même dans l'hypothèse assez optimiste d'un collaborateur qui recharge, on voyait que finalement le poste global, le TCO global était encore supérieur à un véhicule électrique. Donc effectivement, si en plus on est sur un collaborateur qui ne recharge pas, après on a effectivement un TCO qui s'envole. Après, je dirais pas que l'ensemble des collaborateurs qui ont un PHEV ne rechargent pas. On a aussi beaucoup, ça existe évidemment, on a aussi beaucoup d'exemples où on montre que finalement, lorsque ça a été finalement confié à des collaborateurs qui étaient en capacité de recharger, à qui on a fourni les moyens de recharger, notamment par exemple une borne de recharge, et ben en fait, on est dans un usage qui est assez intéressant malgré tout, en tout cas, qui est assez optimisé pour le PHEV. Malgré tout, aujourd'hui, le discours, c'est vraiment de dire que finalement, autant aller directement à la case suivante, c'est-à-dire la case véhicule électrique, 100% électrique. Là, on voit que d'abord, on n'a pas de débat sur le fait de recharger ou pas, parce que là, évidemment, avec un véhicule 100% électrique, la question ne se pose pas. On est obligé de recharger son véhicule si on veut rouler avec. Et puis, deux, on a vu qu'avec entre le poste énergie et le poste fiscalité, on a un TCO qui se dégage vraiment très en faveur du véhicule 100% électrique. Alors, pour la taxe émission de CO2, y a-t-il toujours différenciation du calcul entre les véhicules WLTP et NEDC ou est-ce le même calcul pour tous? Non, il y a toujours différenciation. Le barème n'est pas le même entre les véhicules NEDC et les véhicules WLTP et vous pourrez retrouver tout ça dans notre guide de la fiscalité qui prend toutes ces informations. Tout à fait. Ensuite, une question donc, concernant les bornes de recharge. Donc, pourriez-vous nous en dire plus sur l'offre de location de bornes de recharge avec LD LeasePlan? Peut-on inclure cela dans les contrats, les nouveaux contrats et puis également les anciens contrats? Alors, le principe, c'est qu'on est sur une solution qui va venir compléter le véhicule hybride rechargeable ou 100% électrique, donc sous un format de leasing. Donc, c'est une sorte d'abonnement de location de la borne de recharge au domicile du collaborateur. Donc, qui va comprendre d'une part la borne en elle-même, le financement de la borne, ensuite son installation sur la base d'un package qui a été défini. Grosso modo, en fait, ça va permettre de couvrir les installations, on va dire, standards. Évidemment, si le collaborateur habite une grande propriété avec des distances très importantes, notamment entre le compteur électrique et puis, par exemple, son garage, là, ça va peut-être sortir, il y a peut-être un coût supplémentaire, mais au global, on arrive à couvrir à peu près 90% des cas de figure avec ce package d'installation. Donc, la borne, l'installation sont couverts par le loyer mensuel. Et puis également, ce qui est important, donc la mécanique de remboursement d'électricité. Donc c'est une borne qui est connectée et qui va permettre de mesurer la consommation pour la recharge du véhicule électrique. Et on va nous procéder donc au remboursement tous les mois aux collaborateurs. Et puis ensuite, tout ça va être refacturé de manière centralisée.
donc une seule et même facture côté entreprise en fait. Donc ça facilite aussi toute la gestion, au-delà du fait que pour le collaborateur, c'est extrêmement intéressant et pratique au quotidien d'avoir finalement de quoi recharger son véhicule à son domicile. On a aussi toute la partie gestion des remboursements qui est automatisée et intégrée en fait. Et ça peut être ajouté évidemment sur les nouveaux contrats, mais également sur des contrats déjà à la route, ou même sur des, je le précise, ou même sur des contrats ou des véhicules que vous auriez en propre, ou même des véhicules que vous auriez qui ne seraient pas chez les LeasePlan. On est en capacité également de gérer les bornes, uniquement les bornes parfois si c'est nécessaire en fait. Alors, on nous demande, vous avez mentionné un abattement de 100 kg pour les hybrides non rechargeables pour le malus au poids, vous confirmez? Oui, je confirme. Et puisqu'on en est aux abattements, parce que j'ai vu qu'il y avait une autre question un petit peu plus loin qui posait la question, on bénéficie aussi d'un abattement de 40% sur les véhicules E85 si le taux, sur le malus CO2 par contre, si le taux de CO2 est inférieur à 250 grammes. Et on bénéficie aussi toujours d'une réfaction pour les véhicules de 8 places minimum, de 80 grammes pour le calcul du malus écologique et de 500 kg et non plus 400 kg cette année pour le malus au poids. Donc ça, c'est toujours maintenu. Une question également sur on a évoqué donc la réduction d'impôt sur les vélos de fonction. La question est de savoir si ça fonctionne également pour les flottes de vélos en partage. Oui, ça fonctionne de la même manière effectivement pour les flottes de vélos en partage. Donc là aussi, si vous avez des projets, que ce soit sur le vélo de fonction ou sur le vélo partage, donc on a des solutions à travers des solutions donc ALD Bike et puis ALD Bike Sharing qui sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Alors, donc pour le bonus 2023, donc en LLD, si ma facture est faite le 14 mars, donc datée, je précise, du 14 mars, et que je suis prélevée le 5 avril, mon bonus sera bien celui de 2023 et non celui de 2024, à condition que la commande ait été enregistrée au plus tard le 15 décembre 2023. Si elle a été enregistrée après, non. À partir du 16 décembre, on a basculé sur le bonus 2024. Enfin, pas en termes de montant, puisque pour le moment, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on n'a toujours pas le décret. Alors, la prime à la conversion n'a pas été évoquée. Avez-vous des éléments à ce sujet? Alors, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire sur la prime à la conversion, c'est que nous, loueurs, ne sommes pas en mesure de nous en occuper, puisque ça sous-entend une mise à la casse d'un véhicule qui répond à certains critères. Donc, ce serait à vous, locataires, de faire le nécessaire. Alors, les diminutions de malus pour familles nombreuses sur les véhicules 7 places sont-ils toujours applicables? Oui, pour les particuliers uniquement, puisqu'il faut, pour que ça fonctionne, être soi-même le locataire ou le propriétaire, bien sûr, en cas d'achat, du véhicule en question. Dernière question, je crois. Alors, avez-vous des informations sur la fiscalité des pick-up en 2024? Oui, alors en matière on n'en a pas reparlé, mais en matière de taxes sur les émissions de CO2, les pick-up et taxes sur les polluants atmosphériques, les pick-up double cabine 5 places sont soumis à ces taxes-là depuis 2019, depuis janvier 2019, donc ça se poursuit. En revanche, en 2024, en plus, on a les pick-up châssis cabine 4 places qui vont être soumis à ces taxes-là, anciennement TVS, donc qu'il faudra acquitter en janvier l'année prochaine pour la période de 2024. Oui, je crois qu'effectivement, il n'y a plus d'autres questions. Nous n'avons pas d'autres questions, semble-t-il. Alors simplement peut-être pour terminer, donc alors là encore on vous l'a précisé, mais pour ceux qui souhaiteraient la présentation, donc vous n'hésitez pas à solliciter votre conseiller commercial. Sinon on vous renvoie donc sur le guide de la fiscalité, donc qui sera vraiment exhaustif et comme l'indiquait Catherine avec les barèmes notamment. Apparaître donc dans les jours à venir donc sur les sites ALD et puis LeasePlan. Également un rendez-vous à venir assez proche finalement,
Flotte Auto, donc où nous serons présents. Donc on aura plaisir donc à vous rencontrer pour évoquer ce sujet de la fiscalité ou d'autres sujets. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand ALD, donc lors des rencontres Flotte Auto, donc le 8 février prochain. Un grand merci à vous. Un grand merci Catherine. Merci David. Alors je me permets juste, il y a Oui. une toute dernière question qui est arrivée, puisqu'on nous dit, voilà, les loueurs facturent de la TVA sur les malus, taxe au poids, mais qu'en est-il de la TVA sur le bonus écologique? En fait, sur le bonus, c'est une rétrocession, ce n'est pas une facturation. On n'avance pas les frais pour votre compte. On récupère le bonus auprès d'un organisme qui s'appelle l'ASP et ensuite on vous le rétrocède. Donc il n'y a pas de TVA qui s'applique sur le bonus. La dernière question pour la route. Voilà. Merci Catherine. Merci à tous. Bonne journée. Un grand merci à vous. Et puis on vous dit à bientôt. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vos conseillers commerciaux, et puis à nous rencontrer si vous le souhaitez, donc sur Flotte Auto à venir. Merci à vous et une excellente année encore 2024. Et puis à bientôt. Merci Très bonne Catherine. année à tous. Très bonne journée et à très bientôt.